Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au premier numéro du débat de cette semaine. Nous sommes le lundi 16 janvier 2023. Mesdames et messieurs, une fois encore, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la page Facebook de Nana FM ou sur la page YouTube Norbert Djouhadi. Bienvenue. Le 13 janvier dernier marquait les 60 ans du décès du premier président du Togo, la personne de Sylvanus Olympio. Pour marquer l'événement, le mouvement du peuple pour la liberté, MPL à Bloodivio, a organisé hier un colloque autour de la personne de Sylvanus Olympio, ses combats et ses ambitions pour l'Afrique. Nous abordons le sujet ce matin avec Pascal Adjamako, il est le président du MPL. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, oui, c'est tout. Bonjour à tous les auditeurs, les fidèles auditeurs de Nana FM. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat à travers nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35 avec Romé Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, Président. Merci pour votre disponibilité et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous voulez bien nous présenter un peu le MPL? Oui, voilà. Et je vais repartir du mot de la fin du curé de la cathédrale de Lomé et qui a présidé la célébration de la seconde messe et que le MPL a demandé à la mémoire du père de l'indépendance du Togo. Et dans son mot de la fin, il a rappelé toute la lutte pour l'indépendance et puis il nous a invités à continuer cette lutte pour l'indépendance du Togo, pour que l'indépendance devienne totale. Et comme c'est exprimé en Mina, né à Blodéa, à trop blibo, que la blodée, qui est la notion à la fois de liberté et d'indépendance, devienne totale, embrase toutes les dimensions de la vie des citoyens togolais, pas seulement la dimension politique, mais aussi la dimension économique, sociale et même, je dirais, morale et spirituelle. Alors, Monsieur le Président, votre parti a un programme de société décliné en 10 points. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, voilà. Et je tiens à souligner cette particularité du MPL. Je constate que même les grands partis togolais ne présentent pas un programme synthétisé en quelques points. Et les partis ont l'habitude de présenter ce qu'ils appellent un projet de société. Donc, alors que le MPL a pris donc, le soin de présenter en 10 points. Et je crois que le premier point sur lequel nous avons insisté, c'est l'unité nationale, qui est vraiment un des chevaux de bataille du père de l'indépendance. Et c'est un des thèmes, qui ont été abordés pendant le colloque, et à côté d'autres thèmes, disons, qui ont joué un rôle important dans les actions de Sylvanus Olympio. Donc le premier point sur lequel le MPL a mis l'accent, c'est l'unité nationale. Et je précise, en incluant dans l'unité nationale la partie de la société togolaise qui est représentée par les forces de sécurité, puisque c'est bien connu qu'il y a un contentieux historique entre les forces de sécurité et la population. Or, les forces de sécurité sont une émanation du peuple. Donc, il faut arriver à une unité, non seulement de tous les Togolais, quelle que soit leur origine ethnique, que soit leur sensibilité religieuse, mais aussi, je dirais que quelle que soit leur fonction et quels que soient les contentieux qu'il y a eu dans le passé entre une partie du peuple togolais et la majorité du peuple. D'autant plus que cette unité s'impose devant le défi de la sécurité auquel est affronté maintenant le peuple togolais. À quelque chose malheureux, bon, et si ce défi oblige le peuple togolais à resserrer les liens de solidarité,
pour faire face aux défis, tant mieux. Mais c'est un des premiers points du programme du MPL dans le prolongement des actions posées par le père de l'indépendance. Alors, le vendredi dernier, lors de la célébration, le célébrant appelait tous les politiques togolais à faire fi de leur appartenance politique et de travailler pour le développement du pays. Vous, en tant que responsable d'un mouvement politique, qu'est-ce que cela vous dit quand vous écoutez un religieux dire ce genre de choses à des politiques? Oui, j'ai été vraiment impressionné par la qualité du discours, de l'homélie de Monseigneur Bariga. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres responsables politiques, notamment M. Elliot Ohim. Bon, disons que dans le bilan politique du président Sylvanus Olympio, l'archevêque a insisté sur 2 points, sur l'unité nationale et sur le panafricanisme. Et sur ces 2 points, les mots utilisés par l'archevêque, c'est vraiment étonnant. J'ai même dit à M. Ohim, qui est donc le premier vice, disons en pratique premier vice-président de l'UFC, et que même les responsables politiques togolais n'ont jamais trouvé de tels mots pour convaincre les Togolais sur ces 2 points de unité nationale et panafricanisme. Et dans la foulée de ce bilan du président Sylvanus Olympio, l'archevêque de Lomé vraiment a insisté pour que les responsables, je dirais, relativisent leurs différences pour travailler pour vraiment le développement du pays, mais en se donnant la main au niveau, je dirais, continental. Et il a trouvé les mots pour expliquer que c'est dérisoire, que chaque pays africain, dans son coin, essaie de s'en sortir, et que non, il faut se donner la main. Et puis, on sait que c'est le président Sylvanus Olympio qui a tracé la voie de la CEDEAO. D'abord, la voie de l'Union africaine, et ensuite la voie de la CEDEAO. Et pour que cette solidarité entre les pays africains se concrétise. Et cela, l'archevêque a expliqué que cette dimension panafricaine est indispensable pour le développement économique de chaque pays. Et donc, bien entendu, même dans le résumé de son programme, le MPL fait des propositions concrètes et qui s'inspirent un peu des programmes économiques du président Sylvanus Olympio. Ce programme et des actions politiques et je dirais panafricaines du président Olympio ont été présentés dans le discours le discours devant l'Assemblée nationale le jour même de l'indépendance du Togo. Ce programme, j'ai l'impression que ce n'est pas assez cité ni par les journalistes ni par les hommes politiques togolais. Et donc j'attire l'attention à la fois des journalistes et des auditeurs sur le texte de ce discours programme du père de l'indépendance. On y reconnaîtra l'annonce de la création de la CEDEAO, bien entendu l'annonce de la création de l'Union africaine, mais surtout en ce qui concerne nous le Togo, on voit l'insistance sur l'unité nationale, comment il faut taire les querelles de famille, les mésententes tribales, etc. Et donc c'est un discours d'actualité, je dirais même d'actualité brûlante, que j'invite vraiment tous les éditeurs à revisiter. C'est vrai aussi que ce texte n'est pas répandu dans les médias, mais en cherchant bien le discours programme Sylvanus Olympio 27 avril, et ceux qui sont intéressés peuvent retrouver ce discours très important. Alors, avant d'arriver au colloque d'hier, 60 ans déjà, un certain nombre de partis politiques essaient de faire leur bilan, de reconnaître là où la chose a marché, là où la chose n'a pas marché. Mais au niveau du MPL, quel bilan vous dressez après 60 ans de marche? Oui. Bon. Et personnellement, quand on compare le développement économique du Togo à celui de voisins comme
le Ghana et le Bénin. Et non, je trouve que tous les acteurs de la vie politique, de la vie publique togolaise doivent faire plus d'efforts, en commençant bien sûr par le pouvoir, par le gouvernement, mais aussi par ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, et qui a un grand rôle à jouer dans la prise de conscience, dans les décisions publiques, mais aussi le peuple. Et chaque fois que le président prête serment, il rappelle que le peuple est le seul détenteur de la souveraineté. Et même le chef de l'État, il ne fait que exercer une délégation, pas délégation de pouvoir, la souveraineté du peuple. Et donc le peuple doit se rappeler que c'est lui qui est souverain et que il délègue l'exercice de la souveraineté à certaines personnes pour un temps donné, pour un mandat. Et donc le peuple doit peser dans les décisions, et même économiques, et à prendre pour que au moins le développement économique du Togo soit élevé au niveau de celui des pays voisins. J'ai pris juste l'exemple des pays voisins. Si on prend l'exemple du Nigeria, n'en parlons pas. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de comparaison. Quand on voit, par exemple, ce qui est indispensable pour la vie de tous les jours, et les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, et les rues, tout le monde sait que même la capitale, dès qu'il pleut, je dirais, les trois quarts de la rue, des rues de Lomé sont presque praticables, même s'il y a de grandes avenues qui sont goudronnées, qui sont correctes, en proportion, il y a vraiment un problème pour les rues de Lomé. Il faut que tout le monde en parle, il faut que les médias en parlent, il faut que le peuple insiste pour qu'il y ait une amélioration de la vie de tous les jours et qui se manifeste par l'infrastructure. La comparaison est plus frappante encore avec le Bénin. Tout le monde reconnaît que depuis l'arrivée du président Talon, vraiment il y a un changement dans l'infrastructure, adduction d'eau, ne parlons pas d'aménagement de la capitale. Bon, donc le défi lancé par notre voisin de l'Est doit nous obliger à faire plus d'efforts pour le développement économique de notre cher pays. Alors, hier, vous organisiez un colloque autour de la personne de Feu Sylvanus Olympio, de ses combats, de ses ambitions. D'abord, avant de donner la possibilité aux auditeurs, parce qu'il reste 5 minutes et on va donner la possibilité aux auditeurs. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce colloque? Et voilà. Et M. Claude Abéganvi, qui est donc aussi le secrétaire général du Parti des travailleurs et qui est un des grands experts de la vie politique sur la musique. Il a fait beaucoup de publications ces derniers mois, a fait un très bon résumé de son parcours. Après cela, moi j'ai insisté sur 4 points. Le premier point, c'est les pièces à conviction de la figure pour le monde entier de l'excellence dans plusieurs domaines, dans le domaine universitaire, dans le domaine professionnel, dans le domaine politique, représenté par Sylvanus Olympio. Et dans ces pièces à conviction, j'ai fait écouter des témoignages, 2 témoignages du président Kennedy et un témoignage de la fille de l'ambassadeur des États-Unis au Togo quand le drame de son assassinat s'est produit. Et après ce premier point sur, je dirais, la figure universelle, mondiale de l'excellence du président Sylvanus Olympio, j'ai attiré l'attention sur l'insistance que le président Olympio a mis sur l'unité nationale, donc notamment à la fin de son discours programme du 27 avril 1960. Et puis, après, j'ai abordé plus brièvement la question de la réunification du Togo allemand, qui était même un grand cheval de bataille du président. Et je dis que c'est une question d'actualité et d'avenir, notamment depuis la réunification des 2 Allemagnes.
eh bien, la réunification du Togo allemand est non seulement une question d'actualité, mais une question d'avenir. Et pour terminer, j'ai brièvement rappelé les actions posées par Sylvanus en matière de politique monétaire avec, disons, la loi qui a été votée au Parlement togolais et promulguée le 12 décembre 1962, donc pratiquement un mois avant son assassinat, sur donc la création de la Banque centrale du Togo et sur la monnaie togolaise qui s'appelait le franc togolais. Alors, pour certaines personnes, ce dernier point que vous venez d'aborder a été l'une des causes de son assassinat. Oui, c'est ça. Et j'ai précisé que, en fait, c'est la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Parce que, depuis son arrivée au pouvoir en 58, mais comme Premier ministre, alors que, voilà, et beaucoup de gens ne savent pas que Sylvanus Olympio n'est pas arrivé au pouvoir comme président, il est arrivé au pouvoir comme Premier ministre à la suite de Nicolas Grunitzky, et il a été élu président au référendum du 9 avril 1961. Donc il a été président seulement de 1961 jusqu'à 1973, donc à peine 2 ans, non, moins de 2 ans, un an, 9 mois, il était seulement président. Et donc il y a eu des contentieux entre lui et la France. Et cette question de la sortie du franc CFA est objectivement la dernière goutte qui a fait déborder le vase et qui a poussé, je dirais, ses adversaires sur le plan international et à organiser et à faire exécuter son assassinat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros pour leurs questions et leurs apports à cette émission, mais après la courte pause. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nan FM. Allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous avez bien démarré la semaine, je pense. Oh, très bien. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Bon, je salue notre invité, MTL. Bon, je pense que pendant tant de qu'on a assassiné que l'État démocratique et qu'on a fait de commémorer. Je pense que mon constat est que une semaine maintenant, on va disparaître tous ceux qui commémorent à la rue vont disparaître sur le terrain et ça fait un an encore qu'ils vont revenir. Je pense que c'est le style d'être volé. Alors qu'il y a un combat qui est sur le terrain depuis le 13 janvier 1963. On a fait le combat. Aujourd'hui, toujours, ça fait 60 ans, ceux-mêmes qui étaient à l'œuvre de cet assassinat sont ceux-mêmes qui sont élus au pouvoir. Alors, ce qui est pour maintenant après, au niveau de l'opposition, peut être dans votre parti, quelle initiative vous êtes en train de prendre pour créer de l'ordre dans le pays? Et parce que depuis ce exemple-là jusqu'à aujourd'hui, on sait que le pays est en train de souffrir. Qu'est-ce que l'opposition peut faire? Sinon, vous, quel acte vous posez pour qu'on aille à la terrain bien différent? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Nan FM. Allô? Bonjour, monsieur Navet. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour à votre invité. Donc voilà, on sait que ce n'est pas M. Julien Adema qui a tiré sur politiquement mon papa de la Belgique. Secondo, c'est la France qui a manipulé tout ça là. Donc pourquoi dire que l'État doit utiliser pour la partie de corps de son papa? Non, moi, ça n'a pas de signification. Pour l'histoire, n'a qu'à s'aimer. La partie ou pas, où est le problème? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. La Passivity, bonjour. Bonjour, sorcier. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Ça va, bonjour, mon président. Bonjour. Il faut répondre fort. Bonjour, très cher ami. Vous voyez, je suis tellement imbibé dans des problèmes quand j'entends l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Il y a quelqu'un, c'est un véritable crime, commis par ceux qui l'ont fait. Bon, ce qu'il y a maintenant, j'ai pris
parle de nationalistes, on ne voit que le côté culte. Non, il y a les nationalistes qui sont du côté progrès. Vous voyez, culte, il y a le père même des culte, c'est le papa de Souza. Il y a les Edson, les Anani Santos. Le côté progrès, il y a les Briski, les Mamans Fred, les Albert Pata, les vice-présidents Antoine Méati, tout ça là. Mais pourquoi ils sont partis? Nous l'avons la paix. Il faudrait qu'on les associe. Aujourd'hui, nous ne devons pas parler d'un seul. Quand nous parlons d'un seul, l'autre côté aussi se dit non, nous sommes Togolais dans un même gâteau là. Vous voyez ce côté. Vous avez parlé des rues. Ces rues-là, nous ne dormons pas dans les rues quand il pleut. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais les maisons, nous qui sommes inondés, qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, pour conclure, le Togo, le Monseigneur Bariga a parlé de quelque chose. La vente, il faut que nous avançons. C'est mauvais ce que les gens ont fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que, ensemble, en de but, pour que vous voyez, nous avons vécu, nous sommes avec les parents de but, c'est nos papas. On ne peut pas s'opposer. Il y a beaucoup de associations, c'est le président, les fils, les mamans, frères, papa, les filles. Vous voyez, faisons tout les politiciens pour qu'il y ait un ensemble, un conflit. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Papa Sibiti, merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nan FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, cher ami. J'ai deux thèmes. Oui. Il a parlé de panafricanisme. C'est un sujet très intéressant qu'effectivement, beaucoup de partis politiques y tiennent compte. Et pour le démontrer, nous devons poser la question, est-ce possible? Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Oui, des fois quand on parle, il y a une interférence là. Ah bon? Oui. Peut-être c'est l'autre téléphone. De l'autre côté du... D'accord, peut-être c'est l'autre téléphone qui sonne. Okay. Allez-y. Vous dites, est-ce possible? Oui, est-ce possible? Avec les dirigeants actuels, on parle de panafricanisme, qui, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, oublient que c'est la population qui est leur mandat et qui ne sont que des mandataires. Ils prennent la population pour sujet au lieu de prendre la population pour mandataire. Ça, c'est ma première préoccupation. Oui. Ma deuxième préoccupation, je voudrais avoir son avis sur ce qui concerne de préserver les richesses, surtout du sous-sol. Est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre dans nos constitutions que les négociations de ces richesses soient du ressort de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire du peuple, et que ce ne soit pas les gouvernants qui négocient, parce que nous avons remarqué, moi je l'ai remarqué, que ces négociations sont mal faites. Je prends l'exemple de Kadhafi, qui pour le pétrole prenait 85% pour le Libye et 15% pour les exploitants, alors qu'en Afrique centrale surtout, c'est le contraire. C'est 15% qui est pour le pays et 85% part. Je voudrais avoir son avis dessus. Merci beaucoup à M. Masdadido Gomé. On prend le tour des nids auditeurs. En FM, allô? Allô? Michel, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour. Moi, je crois que cette situation doit nous permettre réellement d'apprendre de l'histoire. Nous, Togolais, si le premier président a été assassiné, pourquoi il a été assassiné? Il faut qu'on trouve, c'est pour ça que nous faisons l'histoire. Vous avez aujourd'hui la manipulation, faire en sorte que nous ne nous entendons toujours pas. Le manipulateur est toujours dans nos rangs. On a manipulé une partie des
manipuler. Comment Kadhafi a été assassiné? C'est parce qu'il a dit monnaie africaine. Donc il faut qu'on apprenne à se comprendre, à se dire que non, ce n'est pas à l'étranger de nous imposer quoi que ce soit. Si nous n'apprenons pas, nous Togolais, en tant que Togolais aujourd'hui, on n'a pas appris en mettant les mots face à face pour dire qu'est-ce qui a fait qu'on a assassiné Oligio. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cela ne se répète pas sur le président? Je crois qu'on a encore du chemin à se faire. Et la preuve, c'est que sur le plan de gestion même du pays, certains se comportent comme des étrangers alors qu'ils sont des Togolais et qui sont censés travailler pour les Togolais. Donc, il faut vraiment qu'on lise l'histoire et qu'on sache. C'est pour ça que nous faisons l'histoire et non pas aller apprendre l'histoire des autres pays. Nous devons apprendre notre histoire de cette manière-là pour que demain, nous n'ayons plus des gens assassinés. Merci. Merci beaucoup à vous, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je pense que nous n'avons plus d'auditeurs. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Alors, si vous voulez bien réagir. Oui, parfait. Et sincèrement, je suis impressionné par la qualité d'intervention et des cinq auditeurs. Et prendre dans l'ordre. Et voilà. Et la première question, si j'ai bien compris, portait sur quelle initiative le MPL propose pour sortir du sous-développement. Et en fait, c'était votre question au début de cette interview. Et donc, je vais résumer l'initiative proposée par le MPL pour sortir du sous-développement. D'abord, resserrer les rangs de l'unité nationale et le plus que le MPL a apporté par rapport au discours du père de l'indépendance, du père de la nation togolaise sur l'unité nationale, c'est que le Togo est un seul peuple et une seule famille. Si nous intégrons vraiment cette idée que nous sommes condamnés non seulement à former, mais à vivre en famille, eh bien, ça peut faciliter les compréhensions entre nous. Et un auditeur a rappelé que ce n'est pas incompréhension que certaines personnes se sont laissées manipuler. Certains Togolais se sont laissés manipuler pour prêter le jeu à l'assassinat, pour s'associer à l'assassinat. Donc, si on garde à l'esprit que nous formons une seule famille et que les problèmes qui se posent, nous devons essayer de les résoudre en famille, vraiment ça va créer une condition favorable pour vraiment prendre à bras le corps tous les problèmes. Mais même si ce climat de famille est créé, il faut quand même prendre des initiatives concrètes. Par exemple, des initiatives pour donner du travail, assurer un travail rémunérateur à tous les Togolais. On sait que près de au moins 75% des Togolais vivent de l'agriculture. Donc, si on veut vraiment changer la vie concrète des Togolais, il faut prendre des mesures vraiment nouvelles dans le domaine de l'agriculture. Nous proposons une réforme, presque une révolution agraire, par laquelle l'État assiste les paysans pour créer des entreprises agricoles et pour aider à la mécanisation de l'agriculture pour que par leur production, eh bien, les agriculteurs puissent vraiment avoir un niveau de vie beaucoup plus élevé, et c'est possible. Maintenant, pour ceux qui vivent en ville, c'est possible de prendre des initiatives de création d'emplois par non seulement milliers, par centaines de milliers. Bon, l'initiative de PIA, c'est très timide. Il y a des initiatives beaucoup plus efficaces que l'on peut prendre, par exemple, dans le domaine, pour les diplômés, dans le domaine de ce qu'on appelle offshore informatique. C'est-à-dire que traiter ici au Togo les données informatiques pour les grandes sociétés du monde, les sociétés américaines, les sociétés françaises. C'est ce que l'Inde est le champion du offshore informatique. Et ça assure des millions d'emplois en Inde. Et l'île Maurice
qui a à peine 500 000 habitants, eh bien, a, je crois, près de plus de 100 000 personnes, plus de 200 000 personnes qui travaillent dans l'offshore informatique. C'est pour vous dire que cette filière de l'offshore informatique peut créer des centaines de millions d'emplois. Maintenant, on peut exploiter la zone industrielle du port de Lomé, zone franche, pour installer des industries pour, je dirais, pour alimenter le marché national le plus important de l'Afrique, qui est le marché du Nigeria. Il y a plus de 200 millions de consommateurs au Nigeria. Or, Lagos est, je crois, à 250 km de Lomé. Donc, le port de Lomé peut devenir le port principal de Lagos du Nigeria, pour, je dirais, exploiter un marché le plus important de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, le port de Lomé essaie de desservir les pays du Sahel, mais le marché que représentent les pays du Sahel, c'est ridicule à côté du marché que représente le Nigeria. Et le Nigeria est beaucoup plus proche du Togo. Donc, il y a des possibilités de création d'emplois qu'on n'a pas du tout exploitées. Et donc, c'est une des solutions. Mais on n'a pas le temps d'aborder les 10 points, mais rien que ces 2 points, unité nationale, et puis création d'emplois dans l'agriculture, et pour les diplômés et les non-diplômés. Alors, par rapport oui, ça, ce n'était que la réponse à la première question. Et la seconde question portait sur le rapatriement, si j'ai bien compris, du corps du père de l'indépendance. Et l'archevêque a également renouvelé cette demande après avoir expliqué que 60 ans après l'assassinat, il faut que la question de l'assassinat soit abordée de manière dépassionnée. Mais de manière dépassionnée, c'est surtout de la part du pouvoir togolais. Et il a même ajouté il faut, après 60 ans, qu'il y ait une réconciliation sur cette question de l'assassinat. Mais l'archevêque a ajouté qu'on ne peut pas parler de réconciliation, de pardon, si les fautifs, en tout cas ceux qui se sont associés à cet assassinat, s'ils ne reconnaissent pas leur tort, pour qu'on passe l'éponge et qu'il y ait vraiment réconciliation. Et le rapatriement du corps doit être l'aboutissement d'une réconciliation sur cette question. Vous savez, on parle d'assassinat. Et le qualificatif n'est pas suffisant. Tout le monde admet que Sylvanus est le père. Bien sûr, il n'a pas été la seule figure de la lutte pour l'indépendance, mais bon, il est symboliquement le père de l'indépendance. Et quand le père est tué par les enfants, on appelle ça parricide. Donc au sens propre, et ce qui s'est passé le 13 janvier 1960, c'est le parricide du père de l'indépendance. Et donc il faut qu'il y ait une réconciliation et qui aboutisse à un rapatriement du corps. Alors, Papa Sibiti qui pense qu'on ne parle pas aujourd'hui des autres combattants, on parle que de Sylvanus. Oui, justement, c'était le troisième intervenant, et il a raison, on ne parle pas assez. Il a rappelé que la figure dominante du culte, ce n'est pas en fait Sylvanus Olympio, mais c'est Papa de Sousa, c'est vrai, et même financièrement, c'est lui qui alimentait. Et il était beaucoup plus âgé, beaucoup plus... Bon, Sylvanus était plus jeune par rapport à la génération du papa, mais c'est le dynamisme, le savoir-faire de Sylvanus qui a permis au culte d'émerger. Donc, Sylvanus est bien, du point de vue emblématique, le père, mais il ne faut pas oublier les autres. Et justement, mais l'auditeur a cité aussi les nationalistes d'autres camps, notamment du Progrès. Il y a un point de l'histoire qui n'est pas assez commenté. Quand Sylvanus Olympio a obtenu l'indépendance en 58, attention, l'indépendance a été proclamée le 27 avril 60, mais c'était déjà obtenu le 27 avril 1958. Et ça a été obtenu 6 mois avant l'indépendance de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry a obtenu l'indépendance de quoi? Le 28 septembre, et dès le 4 octobre, l'indépendance a été proclamée. Mais le père de l'indépendance togolaise, eh bien, quand il a obtenu l'indépendance, eh bien, il a attendu 2 ans. 2 ans
non seulement pour préparer en tant que responsable. Bon, lui, comme expérience professionnelle, il était à son dernier poste le dirigeant de la compagnie UAC dans tout le Togo. Et avant cela, il a fait des études spécialisées en gestion. Donc, il sait comment gérer une grande entreprise. Donc, il sait que quand il a obtenu l'indépendance, il faut gérer sur le plan économique le Togo. Donc, il dit que il faut du temps, il faut négocier avec ceux qui ont géré, les Français qui ont géré, les Allemands qui étaient là. Donc, il a pris le temps, 2 ans, pour préparer en tant qu'un bon gestionnaire. Mais ce n'était pas seulement pour des raisons économiques qu'il a pris le temps. Il a tenu compte des positions de ses, je dirais, adversaires politiques, notamment son beau-frère Nicolas Grunitzky. Nicolas Grunitzky, lui aussi, il était pour l'indépendance, mais pas pour l'indépendance immédiate. Donc, lui concevait une indépendance graduelle, passant par l'autonomie. On fait un faux procès aux gens du programme disant qu'il était contre l'indépendance. Non, il était aussi pour l'indépendance, mais plus graduée. Eh bien, finalement, Sylvanus Olympio, après d'avoir obtenu l'indépendance, il a tenu compte de la position de progrès. Donc, il a attendu 2 ans. Donc, il a suivi, en fait, la position de ses adversaires politiques. C'est quelque chose qu'on ne souligne pas. Et ça dénote une grande honnêteté et une grande humilité de la part du père de l'indépendance. Bien qu'ayant obtenu la victoire dans les urnes, il a quand même tenu compte des positions de ses adversaires. Il a attendu 2 ans pour le proclamer. Alors que Sékou Touré, il a proclamé l'indépendance 4 jours. Et vous voyez, quand on compare la position de Sylvanus Olympio à Sékou Touré, on voit que vraiment ce qu'a fait le père de l'indépendance, c'est quelque chose de remarquable, non seulement en prenant les précautions pour gérer au mieux le Togo, mais en tenant compte des positions sur l'indépendance de ses adversaires politiques togolais. Alors, voilà. Notre ami Massoud Dogomé qui parle de panafricanisme, il demande si c'est possible aujourd'hui avec les dirigeants actuels qui, une fois au pouvoir, prennent le peuple pour des sujets et non des mandataires. Oui, c'est ça. J'ai rappelé cela au début de cette interview en rappelant les paroles de prestation du serment du président, où il dit que seul le peuple est le détenteur de la souveraineté. Bon, mais il a surtout fait une proposition, le 4e auditeur, sur les richesses, notamment de sous-sol. C'est vrai. Et il y a un problème. Et je crois que le gouvernement actuel de Mali vient de prendre une décision pour nationaliser tout les richesses du sous-sol, pour dire que les richesses du sous-sol appartiennent au peuple et doivent être gérées. Jusqu'à maintenant, on laisse la gestion des contrats d'exploitation des richesses togolaises au gouvernement. Et ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de corruption. Alors que si la gestion est confiée à un parlement, eh bien, ça va limiter les problèmes de corruption liés à la gestion des sous-sols. Ce n'est pas propre au Togo. Par exemple, au Sénégal, quand on a découvert d'immenses réserves de gaz, et le ministre en charge a fait un audit international, et en fonction de ce que ça rapporte au pays en pourcentage, il a fait un classement. Eh bien, le président a renversé le classement fait par les techniciens parce que le président du Sénégal, bon, il a dû recevoir des pots de vin suffisants. Donc, je veux dire que quand les ressources naturelles sont gérées uniquement par les gens au pouvoir, c'est la porte ouverte à la corruption. Mais quand c'est géré par le Parlement, ça limite la corruption, puisqu'on sait que c'est quelques personnes qui gèrent la signature des contrats. Alors que si c'est tout le Parlement, c'est plus difficile de corrompre toute l'Assemblée nationale. Et c'est beaucoup plus facile de corrompre quelques membres du gouvernement qui gèrent les contrats des ressources naturelles. Donc, c'est une proposition que j'approuve à 100%. Et le dernier point, et qu'est-ce qu'on peut retenir, apprendre de l'histoire pour éviter les manipulations. Et voilà, et dans notre colloque, ceux qui ont assisté au colloque hier ont fait une proposition que nous avons retenue, c'est écrire une brochure pour enseigner la vraie histoire du père de l'indépendance et l'enseigner depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et j'ai vu que les journalistes ont retenu cette proposition d'une brochure pour enseigner la vraie histoire
de l'indépendance du Togo. Donc, c'est une réponse à cette dernière question que nous allons mettre en œuvre au niveau du MPL. En tout cas, merci pour... En 30 secondes, si vous avez quelque chose comme mot de fin. Oui, d'abord, merci vraiment pour la qualité de l'intervention des auditeurs. Et en dernier mot, je dirais que l'histoire, ça ne doit pas être un miroir. Oui, pour regarder vers le passé, mais l'histoire doit être comme une rampe de propulsion pour se propulser vers l'avenir. Et donc, quand nous parlons du père de l'indépendance, ce n'est pas de manière rétrograde, non, c'est pour nous propulser vers l'avenir, mais en nous fondant sur les fondations posées par le père de l'indépendance, et qui sont des fondations exceptionnelles en matière de clairvoyance économique et clairvoyance politique. Merci beaucoup, Président, parce que nous avons... le temps est déjà parti. Merci à Pascal Adiamago, président du mouvement du peuple pour la liberté. Merci également aux auditeurs pour la fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Merci également à Maïmouna Hassan pour derrière la caméra pour notre page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.